Après avoir parlé d'éléments propres d'un endomorphisme dans un espace vectoriel quelconque, on va voir ce que le fait d'être en dimension finie peut apporter comme information. Et on fera le lien avec les matrices carrées, puisqu'on sait que tout endomorphisme d'un espace de dimension finie peut être représenté par une matrice relativement à une base de cet espace de dimension finie. Le point important qu'on a en dimension finie, c'est la formule du rang d'une part, qui donne un lien entre l'injectivité et la surjectivité d'un endomorphisme, et la notion de déterminant d'autre part, qui amènera un peu plus tard à la notion de polynôme caractéristique. Donc, on commence par une proposition avec les conséquences du fait d'être en dimension finie pour les éléments propres, et notamment les conséquences de la formule du rang, à savoir que si j'ai E un K-espace vectoriel de dimension finie, de dimension n, et U un endomorphisme de E, je prends lambda un scalaire, qui va être appelé à être candidat à être valeur propre de U, alors je prétends que lambda est valeur propre de U si et seulement si U moins lambda identité n'est pas un automorphisme de E, autrement dit si U moins lambda identité n'est pas bijectif. Et dans ce cas, la dimension de E lambda U vaut n moins le rang de U moins lambda identité. Alors cette deuxième propriété est d'ailleurs vraie que lambda soit valeur propre ou que lambda ne soit pas valeur propre. Dans ce cas-là, E lambda U, ce sera le singleton vecteur nul et la formule sera quand même vraie. Donc la démonstration vient de la formule du rang appliquée à U moins lambda identité, qui nous dit que la dimension de l'espace de départ, puisque U moins lambda identité est un endomorphisme de E, qui vaut n, vaut la dimension du noyau plus la dimension de l'image, c'est-à-dire plus le rang. Et donc, la dimension du noyau de U moins lambda identité vaut n moins le rang de U moins lambda identité. Ce qui nous donne déjà, quand lambda sera valeur propre, le point numéro 2. Quant au point numéro 1, comme l'image de U moins lambda identité est inclue dans E, on a la surjectivité si et seulement si on a égalité de dimension. Donc U moins lambda identité est surjectif si et seulement si le rang de U moins lambda identité vaut la dimension de E, c'est-à-dire n, c'est-à-dire grâce à étoile, si et seulement si la dimension du noyau c'est 0, c'est-à-dire si et seulement si le noyau est réduit au singleton vecteur nul, c'est-à-dire si et seulement si U moins lambda identité est injectif. Donc là on retrouve une propriété que vous avez sans doute démontrée en première année, à savoir qu'un endomorphisme en dimension finie est surjectif si et seulement si il est injectif. Et donc lambda est valeur propre, qui est par définition équivalent à U moins lambda identité non injectif, et par cette propriété est équivalent à U moins lambda identité non bijectif, c'est-à-dire U moins lambda identité n'est pas un automorphisme de E. Et de plus, si lambda est une valeur propre de U, la relation étoile nous donne bien que n vaut la dimension du sous-espace propre plus le rang de U moins lambda identité. Cette formule étant toujours vraie, même si lambda n'est pas valeur propre, mais avec la convention que ce noyau est de dimension 0. Alors quand le noyau est de dimension 0, on ne l'écrit en général pas E lambda de U, mais si on prend comme convention, parce que E lambda de U c'est une notation qu'on réserve en général au sous-espace propre, mais si on écrit que E lambda de U c'est simplement le noyau de U moins lambda identité, ben même si lambda n'est pas valeur propre, ça nous fera n égale 0 plus n. Quelques remarques sur cette proposition. Elle est utile pour savoir quand lambda est valeur propre, mais elle est aussi utile à retenir quand lambda n'est pas valeur propre. Puisque, évidemment, si je prends la contre-opposée de chacune des implications, ça va nous donner une implication avec le contraire, et l'équivalence va rester vraie. Donc la version contraposée, c'est lambda n'est pas valeur propre si et seulement si U moins lambda identité est bijectif. Et ça, c'est à retenir aussi, parce que souvent, dans les exercices, on justifiera qu'une valeur n'est pas valeur propre, et ça aura de l'intérêt puisque U moins lambda identité sera bijectif, et donc il y a certains calculs qui vont se simplifier grâce à U moins lambda identité puissance moins 1, c'est-à-dire par l'inverse de U moins lambda identité. Et comme je l'avais dit pour les valeurs propres, le fait que 0 soit valeur propre, 0 est valeur propre, est équivalent à U n'est pas bijectif. Pareil, à retenir aussi sous forme contraposée, c'est-à-dire 0 n'est pas valeur propre, si et seulement si U est bijectif. À partir de là, on va donner la définition des éléments propres d'une matrice carrée. Je prends A une matrice carrée de taille nn. On dit que lambda est une valeur propre de A si A moins lambda in n'est pas une matrice inversible. Dans ce cas, j'appelle E lambda A le noyau de A moins lambda in, c'est-à-dire c'est l'ensemble des matrices colonnes telles que A moins lambda in fois x égale 0, c'est-à-dire c'est l'ensemble des matrices colonnes telles que AX égale lambda x. Et ça, c'est ce qu'on appelle le sous-espace propre de la matrice A associé à la valeur propre A, ce qui correspond aussi à l'ensemble des matrices colonnes X telles que A fois X soit proportionnel à X, avec un coefficient de proportionnalité égal à lambda.
Les matrices colonnes de E lambda A privées de singleton 0, c'est-à-dire les matrices colonnes non nulles X telles que AX égale lambda X, sont appelées les vecteurs propres de A associés à la valeur propre lambda. L'ensemble des valeurs propres de A est appelé spectre de A et est noté SP de A. Et le système linéaire AX égale lambda X est appelé équation aux éléments propres de A. Donner les éléments propres de A, ça revient à déterminer son spectre, ainsi que pour toute valeur propre, le sous-espace propre correspondant. Donc là, on voit qu'on a une forte analogie entre la définition des éléments propres d'une matrice carrée et les éléments propres d'un endomorphisme qu'on avait donné dans le petit 1. Est-ce que c'est normal? Bah oui, c'est la remarque, c'est que vu la définition, en fait, les éléments propres d'une matrice carrée sont en fait les éléments propres d'un endomorphisme, puisque ce sont exactement les éléments propres de l'endomorphisme, qu'on appelle parfois l'endomorphisme de Mn1 de K canoniquement associé à A, qui est en fait l'endomorphisme U qui va de Mn1 de K dans Mn1 de K, qui est une matrice colonne X associée à X. On vérifie sans problème qu'elle va de Mn1 de K dans Mn1 de K, par compatibilité de format. Elle est clairement linéaire. Et en fait, le U de X égale lambda X se traduit par grand A fois grand X égale lambda X. Et si vous appliquez la définition des éléments propres de U à cet endomorphisme, vous retombez exactement sur les éléments propres de cette matrice carrée. Alors il faut faire attention, il y a parfois une ambiguïté sur ce qu'on appelle, quand on a une matrice carrée, l'endomorphisme canoniquement associé à A. Tantôt on parlera de l'endomorphisme canoniquement associé à A comme cet endomorphisme-là, l'endomorphisme de Mn1 de K, qui a grand X associe grand A fois grand X. Et parfois, quand on parle d'endomorphisme canoniquement associé à A, on parle plutôt, c'est ce que vous avez fait sans doute en première année, on parle plutôt de l'endomorphisme de K puissance N, tel que la matrice dans la base canonique de K puissance N de cet endomorphisme, ce soit la matrice A. Évidemment, il y a des correspondances, et d'ailleurs, c'est la réponse qu'on fournira à la question précédente, la question qui va suivre. De façon plus générale, peut-on faire un lien entre les éléments propres d'un endomorphisme en dimension finie et les éléments propres d'une matrice carrée? Et c'est ce qu'on va voir ensuite.